discuter du rôle du secteur privé et des conditions de sa valorisation avec l'appui des chambres de commerce. Un quatrième objectif, élaborer des stratégies de communication efficaces pour promouvoir les opportunités d'investissement et renforcer l'intérêt de la diaspora et du public. Enfin, c'est accompagner la diaspora dans les choix des partenaires agréés par les États. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'échanger autour de ces thèmes pour voir ce que nous pouvons faire, ce que vous pouvez faire, pour permettre à cette diaspora, en tout cas, lui faciliter je dirais, la vie presque dans leur investissement immobilier afin de mieux mettre en avant l'Afrique, le patrimoine immobilier auquel on peut tous en fait participer pour leur permettre de devenir demain des acquéreurs. Évidemment, le Club Efficience est là. On fera passerelle en fait. Avec vous, on va discuter, on va trouver des moyens et on va permettre finalement à cette diaspora de pouvoir investir dans vos pays, dans nos pays pour porter l'Afrique là où elle doit être. Parce qu'il faut aussi qu'on investisse en Afrique. Donc je vais laisser la parole à monsieur Eli Kamge, que vous connaissez tous, président du Club Efficience. Merci maître. Chers invités, pour nous, c'est un moment important. Parce que les salons immobiliers, on en organise régulièrement. Mais ensuite, qu'est-ce qui sort de ce salon? Aujourd'hui, Efficience endosse un rôle important d'être l'intermédiaire entre nos représentations diplomatiques qui représentent nos États, vous les acteurs privés, ces acteurs de l'immobilier, les banques, les promoteurs, de voir comment il y a un problème d'information qui ne circule pas suffisamment entre tout ce que vous faites dans nos différents pays, les réglementations qui sont mises en place, les améliorations qui sont mises en place, et ce que nous, diaspora ici, nous avons comme son de cloche. Il est important et il est capital pour nous qu'après le SIAP ne sera pas l'unique événement de la diaspora, mais nous, sortis de cet événement, naturellement, les diasporas se retourneront vers nous en disant « mais qu'est-ce qu'il en est sorti et qu'est-ce qui va rentrer dans la continuité ?» C'est pour ça que nous avons désiré vous réunir autour de la table. Personne n'a la science infuse, qu'ensemble qu'on puisse réfléchir, identifier les difficultés qui aujourd'hui amènent la diaspora à être méfiante vis-à-vis de l'investissement immobilier dans nos pays. Comment est-ce qu'on fait pour lever ces freins vis-à-vis de nos pays? Nous avons aujourd'hui fait une enquête auprès de la diaspora. Il nous a été remonté 4 problématiques. La sécurisation du foncier, un véritable problème. Quel que soit, on a un peu benchmarké tous les modèles dans nos différents pays, ce problème revient tout le temps. Comment je peux être sûr que le terrain que j'achète m'appartiendra, sans avoir de litige à la suite? Deuxième problème, j'ai un terrain, ou bien j'ai un constructeur. Comment est-ce que je peux avoir un constructeur et être sûr qu'il est agréé et qu'il puisse m'accompagner dans la construction de mon projet jusqu'au bout? Troisième problématique, les banques. Vous savez que nous, la diaspora, on a cette double peine. Nos revenus sont domiciliés en Occident, mais les projets sont en Afrique. Les banques occidentales refusent d'hypothéquer, ils ne peuvent même pas hypothéquer ces biens sur lesquels ils peuvent nous prêter de l'argent. Et quand on vient en Afrique, les banques ici nous disent qu'ils ne peuvent pas saisir nos revenus, ils n'ont pas de visibilité sur nos revenus. Et donc, ceci a retardé la mise en place des mécanismes de financement qui puissent permettre à la diaspora d'encourager l'investissement de cette diaspora dans nos différents pays. Et le dernier problème que nous avons identifié, qui est la garantie assurantielle. Les diasporas sont habitués, quand ils font un projet, il y a une garantie de crédit qui vous préserve contre les aléas de la vie. Il y a une garantie de bonne fin de chantier. Vous construisez, le constructeur ne peut pas aller jusqu'au bout, mais les assurances prennent le relais et terminent votre projet. Il y a une garantie décennale. À la livraison du chantier, vous n'avez pas détecté certains vices cachés. Quelques années après, vous vous rendez compte qu'il y a des fissures, qu'il y a des soucis.
l'assurance prend le relais et vous accompagne. Voilà aujourd'hui ce qui peut être un petit peu les doléances de cette diaspora. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il était utile, à la marge de ce salon, de vous réunir tous les acteurs incontournables de l'immobilier africain, présents ici au salon, pour ensemble réfléchir. Personne n'a la solution idéale. Mais ensemble, si on réfléchit, on peut trouver, on représente aujourd'hui les 8 pays qui sont ici présents au salon, chacun un modèle dans son pays, comment ensemble nous pouvons trouver des solutions. Et tout à l'heure, nous irons en plénière faire une restitution à cette diaspora. Et à partir de là, on prendra date, le SIAP 1, il y a une table ronde qui a été réunie, voilà ce qui a été décidé. Et SIAP 2, dans un an, on rendra compte. Ensemble, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a bloqué? Où ont été les difficultés? Comment on peut s'améliorer? Et sur ce point-là, je rappelle encore que nos représentations diplomatiques ont des services économiques. C'est le travail qu'ils doivent faire pour promouvoir ces investissements dans nos pays. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous nous mettons juste là pour accompagner ce travail que vous faites déjà sur le terrain. Donc à vous, à nous, travaillons ensemble pour faciliter cette relation entre la diaspora et nos continents. Je ne cesse de dire, aujourd'hui la diaspora est à la 2e, 3e génération, c'est-à-dire on commence à dire, mes parents sont en France, mes grands-parents sont en France. Mais quand on va arriver à la 4e génération, où il commencera à dire, mes arrière-grands-parents sont en France, ces enfants de 4e génération vont se couper du continent. Parce qu'on ne les a pas connectés en trouvant des mécanismes qui puissent les amener, les encourager à venir, à travailler avec le continent. Donc, s'il vous plaît, c'est vraiment capital. Si on veut se projeter, travailler en sorte que les générations futures, non pas le cordon ombilical attaché à l'Afrique, mais qui se rattache soit par les transferts de compétences, soit par l'investissement, il faut absolument que nous structurons ces mécanismes d'apport, d'investissement de la diaspora dans nos différents pays. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donc commencer. Je passe la parole donc, voilà, à Monsieur le Consul. Donc vous avez l'air surpris. Alors vous avez un micro juste là. Oh. Est-ce qu'on peut aborder le premier point donc, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire permettre aux ambassades de préciser les informations et appuis attendus des ministères compétents afin de mieux valoriser les opportunités nationales? Je pense que vous êtes le mieux placé peut-être pour pouvoir commencer à échanger sur ce point et voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme solution par rapport à cette problématique. Très bien. En tout cas, merci à Efficience pour l'opportunité. Je vais d'abord m'excuser parce qu'à 16h30, je devrais malheureusement partir à cause d'une contrainte. Mais je voudrais saluer cette opportunité et vous dire qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un peu pareil pour l'ensemble des missions diplomatiques. Nous sommes des relais des États. Dans ce travail que nous faisons, nous nous mettons à la disposition de nos concitoyens afin qu'ils viennent aussi à l'information, savoir ce qui s'est fait dans les différents pays. Mais pas que. Il y a aussi une responsabilité indéniable qui réside aussi au sein de la diaspora. Et là, quand on est ressortissant d'un pays, on doit s'informer sur ce qui se passe dans ce pays, sur ce qu'on fait dans ce pays. Et nous, au niveau des ambassades, on reçoit non seulement les communiqués des conseils des ministres, on a les projets de loi, on a les lois, on a les textes, on peut vérifier des décrets, on peut vérifier la liste des promoteurs agréés. On a à notre disposition un certain nombre d'arsenals qui peuvent facilement être mis à la disposition de la diaspora. Mais pas que. Dans mon travail, par exemple, dans le travail d'un consul général, nous, on fait ce qu'on appelle, par exemple, une procuration. Une procuration, vous venez, vous résidez en France, vous devez acquérir un bien immobilier en Afrique. On vous demande de faire une procuration parce que quelqu'un doit intervenir en votre nom. Nous, au sein du consulat général à Paris, quand nous avons été très regardants sur les procurations, la diaspora a été la première organisation à se plaindre du fait qu'on est trop regardant sur les questions de procuration. Mais pourtant, c'est nécessaire. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un doit intervenir en votre nom, il faut que nous, on ait la certitude
que, par exemple, si elle doit intervenir sur un compte bancaire, que la procuration que nous allons mettre à la disposition de la personne, que la personne est propriétaire du compte bancaire. On va lui demander de venir avec un document qui est récent. Il va me dire, mon passeport est périmé il y a 15 ans, je n'ai pas pu renouveler mon passeport. Mais nous avons des réalités dont nous devons tenir compte lorsqu'on fait, par exemple, ce genre de documents, parce qu'on protège vos investissements. C'est ce qu'on fait. Donc, il faut aussi que, même si l'État met l'ensemble de ces informations à la disposition de la diaspora, elle doit venir chercher l'information. Nous, on a des canaux officiels de transmission de l'information. Moi, je pense que c'est important pour aussi la diaspora de s'informer sur ce qui se passe dans les différents pays. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, je le dis, j'ai donné cet exemple sur la procuration, parce que j'ai une anecdote que je ne vais pas raconter entièrement, parce que ça, je protège les informations. Vous pouvez être ressortissant d'une famille, par exemple, où vous avez des biens qu'on vous a légués. Et puis, vous êtes peut-être, vous qui êtes à la diaspora, l'enfant le plus têtu de la communauté. Donc, celui qui, par exemple, ne veut pas vendre les biens. Vous pouvez vous opposer à la vente des biens en Côte d'Ivoire ou dans un pays, n'importe lequel. Et puis, si vous avez d'autres frères qui aiment beaucoup plus vendre les choses, ce qu'ils ont tendance à faire, parce que c'est vos frères, ils ont vos documents. Quand nous, au niveau des ambassades, on n'est pas regardant comme on a décidé de l'être, ce que la diaspora nous reproche par moment, un des frères, parce qu'il est le frère, va venir avec vos documents et faire une procuration en votre nom, dire que vous donnez l'autorité à vos autres frères de vendre les biens qui pourtant étaient des biens qui avaient été laissés à leur disposition par les parents de fin, etc. Donc je veux dire qu'au niveau des ambassades, il y a toutes les informations dont vous avez besoin, et puis les lois changent constamment. Et puis il y a un élément qui me semble important aussi pour la diaspora. Le fait que dans les États, dans tous les pays au monde, il existe des personnes qui ne sont pas honnêtes. Ce n'est pas l'État qui crée les personnes qui ne sont pas honnêtes. Ça, il faut le savoir. Vous pouvez aller à l'école avec quelqu'un, et ça, il faut que la diaspora aussi le comprenne. Vous avez changé, vous êtes venu en France, vous avez fait 25 ans en France. Celui que vous avez connu, qui était votre meilleur ami quand vous étiez, je sais pas, à l'école primaire, vous avez pris des parcours différents, il a pu changer dans la vie. Il n'est peut-être plus honnête. Ce n'est pas imputable aux États. Ça, il faut le comprendre. Donc, il faut aussi gérer ces rapports, savoir avec qui on parle en Afrique, rester constamment en contact avec les pays et puis savoir ce qui s'est fait, si c'est conforme à la loi. Quand on a des doutes, ne pas signer. Quand vous avez des doutes sur quelque chose, vous ne signez pas. Vous cherchez à avoir des informations. Il est mieux de demander à avoir 50 informations qui vous rassurent que de prendre quelques informations sur la base de « c'est mon cousin qui m'a dit » ou bien il travaille à l'ambassade parce qu'il m'a dit. Non, vérifiez l'ensemble des informations. Nous, ce que je peux vous promettre, c'est que nous, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a d'autres mesures. En dehors des lois qui sont en place, il y a des mesures sur l'identification des personnes, la fraude documentaire. Quand les États combattent ces différents éléments, mais nous sommes mis au pilori par nos ressortissants. Pourtant, c'est ce qui permet aussi de protéger leurs biens. Parce que la fraude sur l'identité peut malheureusement faire que quelqu'un emprunte de l'argent à la banque qu'il ne rembourse pas. Dans ma position, je reçois énormément de courriers des banques pour des emprunts qui n'ont pas été remboursés. Et la banque n'a plus de contact avec ces personnes, elle ne les retrouve pas. Elle doit ensuite écrire aux ambassades. Donc, en même temps que nous avons ces informations, en même temps, il faut continuer qu'il y ait, au niveau des associations de la diaspora, il faut qu'il y ait des associations de plus en plus crédibles. Ce n'est pas le nombre, c'est la crédibilité des associations. On peut avoir souvent dans nos communautés une multiplicité ou une multitude d'associations qui, sans souffrir de légitimité, peuvent souffrir de représentativité. Je m'explique. Elles peuvent avoir une existence légale, mais ne représenter que 4 personnes. Et quand il y a un forum, c'est elles qui viennent parler au nom de dire je représente telle association, je parle au nom de telle association. Donc, il faut aussi que les gens prennent cela en compte. Moi, vous m'avez demandé de faire cette petite introduction, j'avais voulu intervenir sur cela pour dire qu'il y a des mécanismes. Nous, on a tous les projets de loi. Vous pouvez vérifier aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit tel décret dit cela, vous pouvez vérifier dans le journal officiel si ce décret existe, s'il est conforme à ce qui vous a été dit. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il vous a vendu un terrain, vous avez suffisamment d'éléments pour vérifier. Moi, j'ai raté une acquisition de terrain parce qu'on a, d'un achat immobilier. On avait déjà fait les paiements, on avait déjà remis le chèque au notaire. C'est le notaire qui nous a appelé pour lui dire attention, ce bien a été hypothéqué, vous ne pouvez pas. Je ne leur ai pas remis le chèque, j'ai confisqué le chèque.
C'est le notaire qui a fait ce travail. Donc, tout ce travail de vérification, j'ai beaucoup apprécié ce matin. Les Camerounais ont dit que moins cher coûte cher. Moins cher coûte extrêmement cher. Le fait de vouloir éviter les étapes, c'est ce qui va nous rattraper au demeurant. Donc moi, c'est ce que je veux dire. Nos missions sont là, on est à leur disposition. Ce n'est pas la peine d'entrer en conflit avec les ambassades. Aucune ambassade, ça je parle pour tout le monde, aucune ambassade n'est là pour travailler contre les ressortissants. Nous, on est là pour leur passer un message de vérité, mais aussi leur faire comprendre qu'il y a des réalités sur nos terrains dont il faut tenir compte. Mais nous avons suffisamment un arsenal juridique suffisant qui permettent quand même de protéger leurs investissements. Pour le reste, ils doivent faire attention, comme dans la vie de tous les jours. Vous pouvez être en Suisse, on peut dire que c'est un pays sécurisé. Ce n'est pas pour cela que vous allez prendre un petit sentier à, je ne sais pas, à 3 heures du matin, dire que vous allez faire 5 km par là. Quand vous avez des doutes sur les personnes, les interlocuteurs, écoutez aussi votre conscience, procédez à autant de vérifications que nécessaire. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire en espérant avoir apporté quelques éléments de réflexion. Merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller général. On va passer la parole au ministre conseiller de Congo. Partagez le micro. Monsieur le Président, je voudrais une fois de plus réitérer mes félicitations pour avoir voulu organiser cette rencontre où nous nous retrouvons toutes ces tables pour échanger des questions qui nous concernent tous. Le monde est devenu un village planétaire. Pour avoir l'information, on n'a pas besoin d'aller à Washington, ou bien à Moscou, ou bien à Pékin. On peut l'avoir à travers l'Internet. Et pour dire que l'ambassade du Congo en France, dans sa mission traditionnelle, c'est-à-dire la représentation, l'information et la protection, a mis tout en œuvre sur son site Internet. Et au niveau de l'ambassade, nous disposons de plusieurs services. Bon, pour ce qui concerne les investisseurs, c'est le service économique. Ou, s'ils le souhaitent, ils peuvent trouver les informations mises à jour sur comment investir au Congo, quelles sont les conditionnalités, quelles sont les lois, qu'est-ce qu'il faut respecter. Et le président John Fitzgerald Kennedy le disait lors de son discours inaugural, disait: ne vous posez pas la question sur ce que votre pays peut faire pour vous, mais posez-vous plutôt la question: qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? La diaspora, c'est le constat que j'ai fait. Je peux peut-être me tromper. Je pense que tout doit se reposer sur l'État. Non, nous avons tous un rôle à jouer. Ce n'est pas parce que la diaspora se retrouve à l'étranger qu'elle oublie les réalités du pays. Elle a un rôle à jouer sur le développement du pays. Si elle veut investir, le gouvernement a des lois. Que nul ne doit être au-dessus de ces lois-là. Personne au-dessus de la loi. Comme l'a dit mon collègue de l'ambassade de Côte d'Ivoire, aucune ambassade n'est ici pour lutter ou bien rendre la tâche difficile à ses compatriotes. Nous sommes là pour faciliter, les accompagner dans le respect des lois et règlements de nos pays. Donc, si la diaspora, pas seulement congolaise, puisque ce matin vous avez parlé de l'ouverture, il y a au niveau de l'Union africaine l'asile des CAF, qui permet à tout Africain, tout investisseur, de ne pas seulement investir dans son pays d'origine, qui peut bien aller investir en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, du Nord. Voilà. Donc, il y a ces ouvertures-là au niveau de l'ambassade du Congo en France. Venez, les portes sont ouvertes. Si vous avez besoin d'informations, nous allons vous accompagner, vous assister également. Okay. Merci. Merci encore. Monsieur le premier conseiller de l'ambassade du Cameroun. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je voudrais également joindre ma voix à celle
tous ceux qui ont parlé depuis le matin pour vous féliciter pour cette brillante organisation sur un thème qui nous interpelle tous, parce que nous-mêmes, qui sommes des diplomates vivant à l'étranger, faisons partie de la diaspora. Et certains également ont des besoins d'investissement, même si souvent peut-être sur le plan personnel et peut-être à plus grande échelle pour des investissements locatifs. Je voudrais juste ajouter à ce qui a déjà été dit pour ne pas être long, pour dire qu'au niveau du Cameroun déjà, il faut rappeler que sur le cadre institutionnel, le président de la République avait créé déjà une direction des Camerounais à l'étranger et des étrangers au Cameroun. Donc pour dire que déjà, la partie des Camerounais vivant en France et dans tous les autres pays est prise en compte, mais ceux des non-Camerounais vivant au Cameroun également, leur situation est prise en compte, quelle que soit la situation ou alors les investissements qu'ils veulent faire. Mais pour revenir dans le cadre de l'ambassade, telle que l'ambassadeur l'a souvent dit, est la maison commune. Voilà le nom de baptême qu'il a donné à l'ambassade. La maison commune, donc c'est la maison de tous les Camerounais. Et si c'est une maison commune, ça veut dire que nous arrivons là tous pour nous retrouver, mais surtout, s'il y a des soucis, que nous puissions trouver des solutions ensemble. Parce qu'en fait, il faut le dire, ce n'est pas le travail de l'ambassade ou alors des institutions, mais c'est un cheminement qui doit se faire ensemble, avec les membres de la diaspora et les responsables institutionnels. À l'ambassade du Cameroun, monsieur l'ambassadeur a institué je dirais un programme d'écoute où l'ambassade, je suis le responsable des questions économiques et nous accueillons tout le monde. Et concernant les sujets d'immobilier, je peux dire qu'à plusieurs reprises, nous avons eu des personnes qui sont venues en disant j'avais hérité un terrain de mon père et ça fait 20 ans que je suis ici. Dernièrement, je suis allé, j'ai trouvé quelqu'un qui est en train de casser la maison que mon père a laissée parce qu'il a payé, je ne sais pas, l'argent chez qui et autres. Ce sont des questions que nous gérons au quotidien. Donc, c'est un sujet important. Mais l'ambassade a aussi créé des mécanismes d'information. Je peux le rappeler déjà qu'en juin dernier, je crois que vous étiez là, Monsieur le Président, nous avions eu une session d'un forum économique où nous avons échangé et il y avait des responsables du ministère du cadastre et des affaires foncières. Il y avait des structures telles que le Crédit foncier du Cameroun, la Société immobilière du Cameroun. Nous avions manqué peut-être la mission d'aménagement des terrains urbains et ruraux qui n'était pas là. Mais ce sont des structures avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Et nous transmettons à toutes ces institutions, à tous ces organismes-là, toutes les informations qui sont liées aux besoins de la diaspora. Et je crois qu'ils ont, avec le temps, répondu à beaucoup de questionnements. En 2024, nous avons eu l'occasion, et je vais terminer par là pour que d'autres puissent prendre la parole. En 2024, nous avons eu l'occasion de conduire une mission au Cameroun lors du salon de l'artisanat et de la PME. L'ambassade avait mobilisé une quarantaine de membres de la diaspora qui se retrouvent dans différents secteurs. Et c'était des associations, des entreprises et des individus qui avaient manifesté l'intérêt à participer à ce salon. Nous y sommes allés et nous avons facilité les rencontres avec les institutions. Nous avons ouvert les portes de certaines administrations que certaines personnes pensent être toujours ou souvent fermées. Et nous avons eu la chance qu'au ministère des Relations extérieures, ils avaient organisé un séminaire à l'intention des membres de cette délégation pour lesquels on avait réuni tous les ministres et ou alors les représentants des administrations
pour lesquels les membres de la diaspora ont des soucis. Donc pour dire que l'ambassade du Cameroun aujourd'hui a ouvert une brèche, un dialogue franc, un dialogue sérieux, et est à l'écoute de la diaspora par des mécanismes divers qui sont mis en place. Merci. Merci, monsieur le premier conseiller. On va passer la parole à madame Maria Semedo. Vous voulez dire un petit mot quand même de la conseillère de l'ambassade de Cap-Vert à Paris? Non, mais dites juste un petit mot quand même. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous avoir ici. Bon, je viens pas vous parler parce que j'ai pas d'autorisation pour le faire, mais bon, je vais quand même dire quelques mots parce que nous à l'ambassade, comme les autres collègues ont dit, nous sommes là pour notre ressource. Et nous faisons du tout pour nous avertir pour les risques de faire confiance. Mais pour nous, maintenant, ce problème-là va laisser de faire sentir parce qu'on a fait, à travers le portal du gouvernement, toute notre diaspora peut faire tous les actes qui sont faits au Cap-Vert. C'est une initiative du gouvernement pour approximer notre diaspora du Cap-Vert. Ils peuvent faire tous les actes sans avoir de nécessité de faire la procuration. Ils peuvent entrer en ligne et faire tout, même pour acheter un terrain, pour l'héritage, tout ça, c'est possible de faire à distance. Okay. Merci beaucoup. Merci, madame la conseillère. Après avoir écouté... Merci, madame. Après avoir écouté nos représentations diplomatiques, on va passer à des acteurs clés. On va commencer déjà par les banques. Je vais demander au DGA de la BNI de bien vouloir prendre la parole pour nous donner son ressenti par rapport à ces problématiques et comment est-ce qu'on peut envisager des solutions, eux qui ont l'habitude de recevoir justement les diasporas, être à l'écoute des diasporas, et avec le capatant de ce projet de l'UAFIF que vous avez accompagné sur la Côte d'Ivoire. Voilà, quelles sont les problématiques que vous rencontrez et comment est-ce qu'on peut apporter des solutions pour que la diaspora ait un peu plus confiance dans l'investissement immobilier dans nos différents pays. Ok, merci beaucoup, Président Elie. Merci pour l'invitation justement à participer à ce panel. Pour nous, c'est une opportunité d'être ici à vos côtés parce que, comme on dit, on est une banque nationale en Côte d'Ivoire, donc la première banque. Mais pour l'heure, on n'a pas de présence en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc déjà, vous voyez la problématique. Mais c'est une problématique simplement d'espace, mais avec les moyens modernes aujourd'hui qui nous permettent de contourner. Il faut dire que j'ai entendu ce matin justement les différents intervenants et tout ça, donc ces problématiques ne sont pas propres qu'à la diaspora. Elle est propre même aux locaux. Parce que quand on parle de problématiques de foncier et tout ça, c'est pas parce que vous êtes à l'étranger que vous avez une problématique de foncier. Si vous avez un cadre réglementaire, juridique, administratif, conséquent, un écosystème bien cohérent qui vous permet de sécuriser tout cet environnement, que vous soyez en présence ou à l'étranger, déjà c'est une grosse problématique qui est réglée.
Ça, c'est l'un des premiers facteurs que je voudrais énumérer. Donc, c'est de dire que déjà, nous-mêmes, étant présents chez nous, la problématique du foncier, je la prends aussi, c'est vraiment dommage parce que c'est une problématique qui se pose à tous les pays. Voilà. Et donc, visiblement, on n'est pas les seuls au niveau de la Côte d'Ivoire à les rencontrer. Donc, ça se pose à tous les pays. Et donc, déjà, c'est la problématique administrative même au niveau de l'acquisition du foncier ou de tout projet immobilier. C'est le premier problème que nous relevons. Et face à ce problème-là, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment essayer d'identifier des acteurs cohérents et crédibles pour pouvoir justement avoir des référents au niveau justement de ce secteur d'activité. Je reviendrai tout à l'heure à l'exemple de l'UAFIF parce que c'est un cas d'école. Et pour nous, c'est très symptomatique parce que ça nous permet justement d'apprécier tous les pans, en fait, tous les écueils liés à la mise en place d'un tel projet, et qui est un projet diaspora. Et donc je me réjouis également de la présence des ambassadeurs des missions diplomatiques parce que, vous savez, déjà pour des personnes qui sont à l'extérieur, la problématique de l'information est capitale. Donc, et ça on l'a entendu aussi, il faut déjà avoir la bonne information, et pour pouvoir avoir la bonne information, il faut se référer à l'administration en fait du pays, l'administration établie, d'où les missions diplomatiques, les ambassades, les consulats. Donc, pour tout projet, que ce soit un projet immobilier ou autre, parce que également, indépendamment des projets immobiliers, vous avez aussi des projets d'entrepreneurs qui veulent investir dans leur pays d'origine. Il faut déjà se référer aux missions diplomatiques, en fait, en présence de vos pays ou du pays dans lequel vous voulez investir. Ça, c'est le premier élément. Ça vous permettra d'avoir l'information juste, déjà. Et d'avoir aussi les contextes en fait d'investissement de chaque pays, et d'avoir aussi les acteurs, parce que dans certains pays vous avez en fait des plans nationaux de développement qui sont mis en place avec des projets cibles qui sont établis et qui vous permet justement de vous imprégner et de voir en fait justement les besoins au niveau de chaque pays. Je fais un peu plus large parce que je ne veux pas rester circonscrit au niveau de l'immobilier, parce qu'il y a des acteurs aussi qui sont au-delà de ce secteur-là. Moi, j'ai fait une mission l'année dernière avec l'organisme en charge de l'investissement en Côte d'Ivoire, le CPC, où on a séjourné un peu à Paris et puis dans d'autres régions, qui a permis de rencontrer des acteurs et de comprendre ces problématiques-là. Donc il y a déjà ce premier aspect en fait de l'information, de la prise de l'information, du lieu de cette prise d'information. Donc déjà les missions diplomatiques. Ensuite, vous avez les acteurs en présence. Les acteurs en présence, vous avez déjà au niveau de la diaspora, nous, on pourrait faire la recommandation justement, c'est bien de se référer aussi à des associations normalement régulièrement constituées, parce que ça permet également de bâtir un canal en fait de transmission de l'information, mais aussi de remonter dans les deux sens de l'information, mais aussi de sécurisation et de mise en confiance. Parce que notre métier, quoi qu'on dise, c'est un métier de confiance de part et d'autre. Et c'est cette confiance-là qu'il faut établir. Donc quand on a des organisations normalement constituées, donc régulièrement constituées, ça permet déjà de lever un premier point de confiance. Ça, c'est également le premier élément. Le deuxième élément, c'est que une fois que cela est fait avec la mise en régulation, avec l'administration locale, donc les institutions diplomatiques des pays, vous arrivez en fait sur le projet en tant que tel, où pour nous, c'est notre métier, en fait, de pouvoir justement les financer. Mais il appartient de pouvoir apprécier les différents niveaux de risque.
Donc le risque administratif, le risque de performance commerciale, le risque de construction, et puis surtout aussi le risque de commercialisation. Donc ce sont ces différents aspects de risque-là qui sont regardés avec les acteurs en présence. Et ce que nous faisons, c'est qu'au niveau, pour prendre notre exemple, au niveau de la Banque nationale d'investissement, où nous avons mis en place un pôle spécialement dédié à l'immobilier, nous avons essayé d'identifier un certain nombre d'acteurs, que ce soit des promoteurs immobiliers, que ce soit des organismes, en fait, des experts immobiliers qui assurent le contrôle, l'évaluation de la mise en œuvre de l'ouvrage. Nous avons identifié aussi des acteurs tels que le corps des notaires avec lesquels nous travaillons, qui permet justement la sécurisation justement de l'ensemble des opérations que nous allons faire. Et puis ensuite, nous essayons avec les acteurs que sont justement les promoteurs de ces projets-là, ensemble d'évaluer en fait la commercialisation, le canal de commercialisation en fait qu'ils entendent mettre en place. Et il faut dire que nous avons plusieurs acteurs qui interviennent. Vous avez des promoteurs, mais vous avez des acteurs aussi individuels qui peuvent être des projets individuels qu'on peut voir ici. On a beaucoup de projets individuels. Mais pour mener des projets individuels, il faut avoir aussi une expérience, une expertise. On ne se lance pas comme ça. Et c'est ça souvent la difficulté parce que les gens, tout le monde veut s'ériger en fait en constructeur. Et ça, c'est une problématique parce que c'est un métier. Donc si vous n'avez pas l'expertise, il faut vous appuyer sur des experts en fait liés au métier. Voilà. Donc pour ne pas être trop long, j'ai ici schématisé en fait l'approche que nous avons eue avec l'organisation l'UAFIF, qui est une organisation féminine normalement constituée, et qui est passée par l'entremise en fait des missions diplomatiques, qui est rentrée en relation également avec l'administration justement au pays, parce que quand vous faites un tel projet, vous avez un foncier, il faut sécuriser le foncier. Et la sécurisation du foncier n'est pas une chose donnée. À titre d'exemple, nous avons commencé à discuter en 2021 et ce n'est que pratiquement en 2024, fin 2024, que nous avons pu finaliser en fait le financement et lancer le projet qui a donné lieu à la construction. C'est un programme de 300 logements, donc à la construction déjà, à la livraison des 50 premiers logements. C'est dire le chemin que nous avons dû parcourir avec ces dames dans l'accompagnement, le conseil, pour structurer. Donc il fallait sécuriser le foncier, il fallait revoir en fait l'architecture du foncier, il fallait trouver des acteurs, donc un promoteur pour pouvoir construire en fait, donc le choix du promoteur pour justement mener à bon terme le foncier. Il fallait également le cadre juridique pour pouvoir sécuriser tout ça. Mais une fois que vous faites tout ça, même vous n'êtes pas au bout de choses, comment on appelle ça, du chemin. Voilà, c'est pour ça que pour moi, j'aime bien parler en fait de phase d'apprentissage. Maintenant, peut-être en termes de contribution par rapport, je pense, à la problématique qui est posée, puisqu'il y a des objectifs qui sont atteints par rapport aux discussions. Je pense qu'au niveau des missions, comme contribution au niveau des missions diplomatiques, vous avez la cellule économique, mais peut-être comme nous avons une problématique immobilière qui est très forte, il faut peut-être que nos missions diplomatiques se dotent d'un bureau spécialisé qui puisse justement se former aussi à cette problématique-là, identifier, être en fait le canal de transmission et qui permettra également de faire le lien entre le pays et comme on appelle ça, les membres de la diaspora ici présentes, avec, comme ce sera une forme de guichet unique, les acteurs du pays aussi devront, qui sont référés, donc remonteront en fait les référements au niveau de cette structure qui permettra de partager l'information. Et quand il y a des projets qui sont menés comme ça, ils pourraient en assurer aussi le suivi. C'est vrai que c'est un peu lourd, mais ça permettra aussi d'aider comment on appelle ça, nos frères de l'étranger dans la conduite de leur projet, mais surtout d'avoir un soutien, une écoute
voilà, dans leur pays de résidence. Autre chose, comme information, c'est que aujourd'hui, en tout cas dans la zone UMOA, depuis le 13 mars, il y a eu une grosse avancée. Au niveau de la Banque centrale, donc la BCEAO, ils ont autorisé l'ouverture de comptes de non-résidents. Voilà. Et ça, c'est une bonne information. C'est une information, je pense, importante, qui va aussi changer, en fait, la donne et évoluer le processus d'octroi des crédits et d'ouverture de comptes. Donc, aujourd'hui, il est admis à des non-résidents, donc à des personnes résidentes à l'étranger, simplement en justifiant de leur, comment on appelle ça, de leur nationalité d'origine dans la zone, d'ouvrir le compte dans leur pays d'origine et de bénéficier des mêmes droits de compte qu'un résident. Ça, c'est une information de taille importante et donc qui va faciliter les ouvertures, mais aussi le flux en fait de transactions, puisque le compte ne sera plus considéré comme un compte de non-résident qui est sujet en fait à une durée d'ouverture de 2 ans et renouvelable, mais ce sera simplement un compte de résident. Ça change tout. Et donc, du coup, c'est une information qui est récente, mais qui va nous permettre, nous aussi, de pouvoir nous actualiser nos process et faciliter justement ces ouvertures et avec des partenariats que nous mettons en place, avoir le suivi des flux de revenus de leur zone de résidence actuelle vers leur pays d'origine. Parce que ça aussi, c'est une autre problématique. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup. Merci, M. Aouya. On va passer la parole à la conseillère technique du Crédit foncier du Cameroun. Merci. Alors, ce que nous pouvons déjà souligner, c'est qu'au niveau du Cameroun, le premier conseiller l'a dit, une large gamme de produits à des taux bonifiés est proposée aux résidents et à la diaspora. Et à ce sujet, je voudrais relever que la ressource qui permet de financer ces prêts, c'est la résultante de la solidarité nationale, c'est-à-dire que les Camerounais résidents au Cameroun, je veux dire les Camerounais, les salariés camerounais du secteur public et privé, se voient prélever un pourcentage de leur salaire tous les mois. On n'a pas besoin de leur avis pour justement distribuer des crédits à des taux intéressants. Les Camerounais de la diaspora qui ne contribuent pas à cet effort de solidarité nationale bénéficient des crédits au même taux que les résidents. Et à côté de cela, l'État a mis en place un fonds de bonification de taux d'intérêt qui permet, nos taux d'équilibre se situent autour de 11-12%, mais nous allons jusqu'à distribuer des prêts à 4% aux jeunes. Que vous soyez jeune résident au Cameroun, en France ou ailleurs. Ça veut dire que le différentiel de 7% est supporté par l'État. Donc, nous en avons 4%, 5%, 6%, 7% pour les projets locatifs. Donc, côté gouvernement, je pense qu'il y a un effort important qui est fait. Mais vous verrez que notre portefeuille est constitué à peine de 3 ou 4% des prêts accordés aux Camerounais de la diaspora. Quel est le problème? C'est pour cela que nous sommes là. On nous dit qu'il y a un besoin, il y a un potentiel, mais nous n'arrivons pas à capter ce besoin-là. Quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour pouvoir atteindre cette cible-là? Parce que l'offre est là, l'État camerounais fait ce qu'il faut, mais nous n'arrivons pas à atteindre cette cible-là. Ça, c'est la première chose. Donc, si nous sommes là, c'est pour... avec l'ambassade, nous avons pris pas mal d'initiatives, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Nous avons signé des conventions de représentation avec déjà ici à Paris, en France, 4 ou 5 Camerounais, mais il s'est avéré que ce n'est pas des professionnels. Et donc, ça n'a pas été la solution. Donc, pour dire que je pense que le problème de la diaspora, les solutions au problème de la diaspora se trouvent au sein de la diaspora.
c'est à la diaspora de pouvoir... parce que je vais prendre 2 exemples. Nous avons réalisé 2 programmes immobiliers avec un promoteur qui est venu des États-Unis, avec des solutions parfaites et ainsi de suite. Nous avons mis à disposition des réserves foncières, mais on n'est pas allé plus loin. Donc les programmes immobiliers qui n'ont pas prospéré, qui ne sont pas allés au bout au Cameroun, 2 ou 3 ont été portés par des promoteurs de la diaspora. Donc je pense que les solutions aux problèmes de la diaspora doivent être pensées et proposées aux administrations par la diaspora. Qui sont vos interlocuteurs pour pouvoir atteindre... qui sont vos interlocuteurs? Les associations, nous avons essayé au Canada, à part avec les associations. Comme le consul l'a dit tout à l'heure, c'est des associations qui ne représentent pas la majorité. Donc à la fin, vous attendez d'avoir... au retour, nous avons effectué plusieurs missions au Canada, aux États-Unis. 2-3 ans plus tard, vous n'avez pas une liste de prospects qui dépasse les 10 ou les 20. Donc, par les ambassades, ils l'ont dit tout à l'heure, ils sont plutôt là pour pointer du doigt les ambassades. Ils n'approchent pas les ambassades, mais ils se plaignent. Alors, quel est le meilleur canal? Là, je suis seulement sur la partie commerciale. Comment atteindre cette cible-là pour apprécier son besoin et adresser convenablement ce besoin, c'est un problème. On a posé les problèmes de foncier tout à l'heure. Si vous ne voulez pas avoir affaire aux titres fonciers, vous passez par les promoteurs immobiliers agréés. Il y en a qui sont agréés au Cameroun et qui représentent toutes les régions. Donc, vous voulez du terrain, à défaut de passer par la Maïtu, qui est le promoteur immobilier institutionnel sur ce volet-là. La CICELA pourra peut-être prendre la parole pour le volet qui le concerne. Donc, pour l'acquisition de terrain, il faut s'adresser aux promoteurs immobiliers qui savent le faire. Ou à défaut, il faudrait s'assurer auprès des administrations compétentes. Nous, aujourd'hui, nous avons mis sur le marché un service que nous appelons foi foncière. Nous le faisons à la place des acquéreurs. Nous identifions des propriétaires terriens sérieux et l'on s'assure auprès de l'administration compétente que les titres fonciers sont de qualité et qu'en cas de retrait de titres fonciers, parce qu'aujourd'hui, vous avez un terme que je utilise là sur le titre foncier, l'intangibilité, je ne sais plus trop bien, parce qu'aujourd'hui, on retire facilement les titres fonciers, donc ça pose un problème. Nous avons une convention avec le ministère compétent pour nous dire, avant de retirer un titre foncier sur lequel nous sommes engagés, vous prenez la peine de nous informer pour que... donc, à travers la foi foncière, nous garantissons un minimum aux acquéreurs qui, justement, optent pour cette voie-là. Mais comme on aime bien le dire, le moins cher est cher. Vous allez dire, si je dois payer 1% ou 2% ou, je ne sais pas, quelque chose en plus, je m'adresse à mon frère qui me propose un terrain, mais derrière, vous avez ces difficultés. Vous avez évoqué le problème de constructeurs. Vous avez des promoteurs immobiliers également qui construisent, mais nous avons vu récemment l'émergence, je pense, des Camerounais de la diaspora, qui vous construisent des logements à des délais très, très réduits et de qualité. Donc, c'est un nouveau métier qui se développe parce qu'il faut dire que pour être promoteur immobilier au Cameroun, vous devez disposer d'un agrément délivré par l'administration. Et parfois, ce n'est pas toujours accessible à tous. Mais vous avez cette catégorie de personnes qui vient régler le problème de l'autoconstruction. Parce que l'autoconstruction n'est pas une mauvaise chose, mais il faudrait s'entourer des compétences. Voilà, donc elles sont là pour pouvoir, ces personnes-là, pour vous... les adresses, ça existe. Nous sommes également allés plus... Nous sommes sortis de notre domaine financier pour accompagner, parce que lorsque vous financez et que la faisabilité technique n'est pas garantie, assurée, vous êtes obligé à un moment de cantonner les prêts, vous faites des déblocages et puis vous vous arrêtez parce qu'il n'y a pas de suite. Nous sommes allés jusqu'à agréer des architectes, des bureaux d'études. Lorsque vous le souhaitez, on vous dit, écoutez,
pour la conception de votre projet, adressez-vous à un X ou un Y, mais vous êtes libre de le faire. Avec les notaires, on l'a fait également sur la partie accompagnement pour permettre à ceux qui ne sont pas du métier de ne pas... Donc il y a tout cela qui est mis en place, mais comme on le dit, telle information n'atteint pas toujours la cible, mais la cible, elle est tellement large que c'est à elle, comme cela a été dit tout à l'heure, de s'abreuver à la bonne source. Et nous pensons que la bonne source, la première, c'est l'ambassade. Et les autres sources qu'il faudrait mettre en place, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, que la diaspora, je ne sais pas, voilà, s'organise. Que la diaspora s'organise et nous pourrons mettre à disposition la bonne information pour que tout ce qui est mis en place, tout ce qui est proposé, puisse bénéficier à ceux qui, aux destinataires. Et je voudrais finir par là. Cela ne libère pas le maître d'ouvrage de sa responsabilité, de son rôle. Si je suis maître d'ouvrage, je dois pouvoir sur le dimensionnement de mon projet. Les architectes appellent ça le parti architectural. L'architecte, il vous donne tout ce que vous voulez, hein, mais vous devez, sur la partie architecte, le parti architectural, pouvoir dire, avec mon budget, ma capacité je pars pour un immeuble de 10 étages ou de 2 étages, ainsi de suite. Mais très souvent, les gens voient très grand et ils comptent sur le banquier. Non, le banquier vient soutenir votre effort. Le banquier ne vient pas faire tout ce que vous avez à faire. Donc, vous devez pouvoir bien dimensionner votre projet. C'est votre rôle, pas celui de vos partenaires. Vous devez pouvoir bien choisir vos partenaires. Si ailleurs, nous savons bien faire les choses, lorsque nous décidons de construire, nous devons également... Il y a le flair. Même si je vous recommande quelqu'un, vous devez vous-même essayer aussi de vous assurer. Donc, vous avez ce rôle-là à jouer. Et même si vous êtes à l'étranger, sur le suivi, il faut suivre son projet. Même si j'ai un architecte, un ingénieur, tout ce que vous voulez, un bureau d'études, c'est le suivi, parce qu'à un moment, quand vous laissez les gens faire, ils peuvent prendre des libertés, ça peut déraper, mais si toutes les 2 semaines, vous demandez quand même qu'on vous rende compte, que vous ayez votre mot à dire, sur le plan de budget, déjà, il n'y aura pas de dérapage, donc le suivi est également important. Et comme en médecine, hein, je peux consulter 3 gastro avant de prendre ma décision. Hein. Je peux passer un contrat de partenariat avec un bureau d'études, mais ça ne m'empêche pas de prendre mes documents et de voir à côté pour dire quelle est la vie que vous me donnez. Parce que très souvent, ce que nous avons, ce qui vient avec son projet, ça vaut 300 millions. Et puis, chez nous, nous débloquons par tranche, hein, pour être sûr qu'on contrôle. Quand vous avez débloqué les 30%, il vient vous dire ça n'a pas suffi. Parce que celui qui a conçu s'est loupé quelque part. Et parfois, vous-même qui construisez, à un moment, vous dites, j'ai prévu une chambre de 10 mètres carrés, j'en veux 20 mètres. Je veux 20 mètres carrés. Ou alors, j'ai fait un petit voyage en Chine, et là-bas, Et puis, je modifie mon projet. Et donc, ça fait que sur ce volet-là, quand on fait des déblocages, c'est ce que nous faisons, hein, ils rechignent parfois, mais à la fin, ils se rendent compte qu'on les aide. Donc, c'est 30% et on s'assure qu'avec les 30%, sur la base de votre devis, vous réalisez l'équivalent. Autrement, vous sollicitez une rallonge ou alors vous revoyez votre projet. Nous avons mis tous ces mécanismes en place pour justement accompagner. Nous sommes sortis de notre rôle de banquier pour accompagner le client parce que c'est toujours très désagréable de vous engager sur un projet qui ne s'achève pas. Certains pensent que les banquiers prennent du plaisir, mais ils ne prennent pas de plaisir à passer sur un chantier qui est abandonné depuis 2, 3, 4 ans. Nous ne prêtons pas des fonds pour réaliser des hypothèques. Non, parce que quand vous réalisez une hypothèque, vous perdez les intérêts. Vous poursuivez le capital. Mais nous sommes là pour les intérêts. Donc, pour finir, toujours pour partager notre expérience, nous avons pu mettre en place en fonction des prospects que nous avons, des durées d'accompagnement. C'est-à-dire, si vous venez, que vous êtes un prospect de niveau 4, dont vous avez une idée précise de votre projet, peut-être qu'il a démarré, nous, on est à 6 mois pour vous accompagner sur la maturation, parce qu'on y met un point d'honneur. Il faut s'assurer que les projets sont matures avant de passer au financement. Donc, on va jusqu'à 6 mois, 9 mois pour une catégorie, jusqu'à 18 mois
pour ceux qui arrivent, qui ont une idée de projet et qui ne savent pas par où commencer. On vous propose des partenaires. On a des séances tous les trimestres pour vous donner un avis sur votre devis, ainsi de suite. Et puis, si au bout de 18 mois, vous ne vous êtes pas décidé, vous n'êtes pas converti, à ce moment-là, on dit c'est un accompagnement gratuit. Nous ne pouvons plus aller au-delà. Donc, c'est des petits mécanismes que nous avons mis en place pour justement accompagner les clients et les prospects. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère technique. Monsieur Conan de Cofina, vous avez la parole. Monsieur le Président, bonjour. Excellence, représentant de nos États, bonjour. Madame la conseillère technique, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je remercie le SIAP, le Club Efficience pour l'organisation du SIAP. C'est comme je dis, notre diaspora ne manque pas d'envie, ne manque pas de moyens. Ce dont elle manque, c'est d'un cadre. Et en organisant ce genre de rencontre, on est en train de placer un cadre. Un cadre qui va permettre de nous-mêmes nous connaître entre nous. Ça va nous permettre d'apprendre à chasser ensemble. Tout à l'heure, on le disait avec la BNI. Si on arrive à chasser en meute, on va y arriver plus facilement. Même les animaux les plus féroces de la forêt et de la savane chassent en meute. Donc cette organisation est un très bon point de départ. Alors moi, je vais juste parler de la problématique des banques, vu que c'est ce que je connais un peu mieux. Je dirais que notre diaspora devrait apprendre à prendre le problème dans un certain sens. Avant tout, tout commence par l'épargne. En Europe, pourquoi ils sont si stables? Parce que quand on regarde le niveau d'épargne qu'ils ont, il est très important. Nous, Cofina, on a décidé en 2019 de venir s'installer à Paris. Depuis 2019, on a connu la crise des Gilets jaunes, les retraites en France, beaucoup de grèves, le Covid, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, l'inflation, etc., etc. Et vous savez quoi, on est toujours là et on est toujours résilient, on est en train d'avancer. Chaque jour, je reçois des clients à Paris, dans le 19e arrondissement, qui viennent me voir. Monsieur, on veut acheter un terrain. Monsieur, on veut acheter un appartement. Monsieur, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais ils oublient une chose, c'est qu'ils n'ont pas démarré par de l'épargne. Aujourd'hui, si on regarde bien la diaspora africaine, je dirais, en Europe, on doit être 5 millions, 6 millions, 7 millions. Imaginons que l'acte d'épargne de ces 7 millions de personnes-là, tous les mois, soit ne serait-ce que de 100 €. Ça nous ferait quoi? 700 millions tous les mois que recevraient les différentes banques. Cofina, NCA, BNI, etc., etc. Est-ce que vous croyez que si on recevait 700 millions d'euros tous les mois, on ne serait pas plus enclin à faire du crédit pour la diaspora? Donc, avant tout, commençons par faire de l'éducation. À dire à nos membres de la diaspora, comme tout le monde l'a dit, le problème, ce n'est pas nous, ce n'est pas les ambassades, ce n'est pas les banques, c'est d'abord la diaspora dans son comportement. Est-ce que la diaspora pense en premier lieu à épargner? Donc, j'aimerais qu'on fasse donc des tables rondes, des choses sur l'acte d'épargne. Ça, ce serait le début. Dans un second temps, je me dis qu'il faudra organiser des panels, des rencontres avec la diaspora sur de l'éducation financière. C'est comment on gère. Qu'est-ce qu'on fait? Au-delà même de l'immobilier, du commerce qu'on peut faire, avoir des bases solides d'éducation financière. Le troisième point que j'ai indiqué, ce serait de faire une idéation des projets. Que chaque membre de la diaspora vienne partager ses projets, dire voilà ce que je veux faire, et ça créerait des ensembles de réflexions qui nous permettraient de tous avancer ensemble. Et après donc l'épargne, après l'éducation, après l'idéation des projets, viendrait finalement le financement. Et pour ce financement-là, nous, Cofina, on fait du financement à court terme. Mais vous savez quoi? Je suis installé à Paris depuis 7 ans. On a des bureaux pour recevoir tous les membres de la diaspora. Je suis prêt, dès demain, à envoyer donc des propositions à tous les autres acteurs de bancaires pour dire on est prêt à travailler ensemble, on est prêt à mutualiser nos ressources, on est prêt à avancer ensemble. Sur des choses que je ne peux pas faire, vous pourrez peut-être les faire. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je m'engage. Maintenant,
Quoi dire de plus sur le rôle des banques pour la diaspora? Nous, aujourd'hui, comme disait mon collègue de la BNI, donc, la Banque centrale autorise maintenant les ressortissants hors de notre zone UEMOA, hors d'Afrique, à ouvrir des comptes depuis l'étranger. C'est maintenant comment faire pour communiquer au maximum, faire en sorte qu'un maximum de personnes, à partir d'un smartphone, puissent ouvrir des comptes en France, en Belgique, en Espagne, etc., etc. Et pour ça, également, donc pour la digitalisation de nos process, je suis prêt à m'asseoir à toutes les tables où les gens seraient donc intéressés pour trouver des solutions ensemble. Maintenant, sur le point de vue immobilier, nous, on travaille avec donc certains acteurs de l'immobilier. On a même une filiale qui s'occupe de ça. Je suis prêt à donc mettre en relation tous les membres de la diaspora avec les acteurs de l'immobilier que je connais, que je fréquente et que je finance déjà. Voilà, je pense que j'ai fait mes 4 petits points, mes contributions. Je ne peux pas être plus long que ça parce que je n'en sais pas plus que ça. Et surtout qu'il y a des professionnels et des gens bien sachants qui ont déjà dit beaucoup de choses. Donc je vous remercie. Et comme je dis, j'enverrai donc des propositions, je me l'engage, à la BNI, à NCA Bank et à tous les autres. Et je vous ferai un retour sur ces points. Merci beaucoup. Merci, M. Konan. Monsieur le directeur commercial de BGFI, vous avez la parole. On peut vous passer un micro, même si vous êtes bien. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à tous. Je vais être très bref parce que beaucoup de choses ont déjà été dites par des confrères, des éminents confrères notamment. La problématique effectivement du financement de l'immobilier en Afrique, elle est très visible, elle est très concrète pour nous, banquiers. Et ça passe avant tout par des initiatives qu'on peut-être qui sont en attente au niveau des administrations en Afrique, notamment sur la dématérialisation des titres fonciers, une meilleure gestion des registres hypothécaires, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on attend pour redonner de la confiance à l'investisseur et redonner de la confiance au banquier qui doit être en capacité de prendre ses garanties en toute sérénité. Voilà. Sinon, après, effectivement, on reste sur des problématiques relativement classiques, mais qui ne sont pas spécifiques à l'immobilier, qui sont générales. On peut aussi parler des métiers de l'industrie. Et c'est plutôt des problématiques de stabilité du climat des affaires dans les pays cibles. Voilà, très simplement, et je tenais à rejoindre particulièrement le propos aussi sur la capacité des banques à faire face au financement immobilier, la problématique des devises dures qu'il nous faut aller chercher pour financer ces projets. Les monnaies locales souvent ne suffisent pas et il nous faut des mix de devises pour assurer ce genre d'opération. Et la capacité à prêter à moyen, voire à long terme, parce que l'immobilier, c'est un métier qui s'opère dans la durée. Quoi qu'on en dise, peu importe le type d'opération que l'on vise, il y a cette nécessité au niveau notamment des banques d'arbitrer et de faire changer les bilans pour qu'effectivement cette vision purement court terme du financement s'efface au profit d'une vision moyen terme. C'est ce qu'attendent nos clients et c'est ce que nécessitent les projets qu'on regarde. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur commercial. On va passer la parole maintenant aux promoteurs et aux constructeurs. Je vais demander à monsieur Sangaré, qui est le président de la Fédération des promoteurs de l'Afrique de l'Ouest et aussi de Côte d'Ivoire déjà, de pouvoir nous dire un mot par rapport à toutes ces problématiques que nous avons soulevées et quel rôle les promoteurs peuvent aujourd'hui jouer pour que la diaspora ait moins peur d'investir au pays. Là, je pense que les banquiers ont fait le tour. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit par les représentants des banques. Le plus difficile, en fait, c'est comment mobiliser déjà les ressources pour pouvoir avoir des prêts, pour pouvoir approcher les promoteurs, bien évidemment, pour l'acquisition du foncier ou pour l'acquisition d'un logement dans un programme immobilier.
Alors, il faut déjà que nous, à notre niveau, on puisse rassurer la diaspora. Rassurer la diaspora, c'est leur demander à ceux qui sont à la diaspora de s'adresser à des promoteurs qui sont agréés, à des professionnels. Parce que on voit très souvent sur Internet avec l'IA beaucoup de jolis dessins, beaucoup de... Voilà, on est en train de rire, mais c'est la vérité. On voit beaucoup de promotions fictives, et donc avec des tarifs très intéressants, moins chers, qui attirent en fait les membres de la diaspora. Et malheureusement, ce sont des promotions qui n'existaient pas. En tout cas, en Côte d'Ivoire, il y a la CAPI. La CAPI, c'est une commission qui a été mise en place par le ministère de la Construction, de l'urbanisme et tout ça, pour pouvoir agréer les promoteurs. Et un promoteur agréé, ça ne suffit pas. Il faut que le programme lui-même soit agréé pour que ça respecte les normes, ça respecte en fait toutes les procédures administratives et l'autorisation de construire, le permis de construire, les APD, normalement. Parce que le banquier, lui, pour pouvoir financer un programme, il faut qu'il puisse minimiser son risque de performance. Ça, c'est très important. Et puis, il y a le risque de commercialisation qui va avec. Alors, pour quelqu'un qui vient de la diaspora, s'il veut acheter un terrain, il faut qu'il fasse très attention. Parce qu'il y a 3 types de documents qu'on peut lui mettre à disposition. Il y a des attestations villageoises qui, pour moi, ce n'est pas un titre de propriété, ce n'est même pas la peine de s'y aventurer. C'est vrai que c'est moins cher. Il y a des documents qui sont émis pour des terrains qui sont approuvés. Il y a des documents qui sont émis pour des terrains qui ont un titre de propriété. Chez nous, ce sont les ACD, les arrêtés de concession définitive. C'est vrai que très souvent, on cherche à acheter moins cher, mais pour moi, je dis toujours, le radin il dépense toujours 2 fois. Parce que si on veut acheter moins cher, le niveau de sécurité du terrain étant tellement bas, on peut acheter un terrain moins cher, mais c'est un terrain n'étant pas approuvé, peut demain ne pas être pris en compte par le schéma directeur de la ville. Une route peut venir passer, le terrain peut disparaître, ainsi de suite. Ce n'est même pas que c'est 2 ou 3 personnes qui ont le terrain, c'est simplement que le terrain n'est même pas dans le schéma directeur de la ville. Parce qu'il n'y a pas eu de contrôle nécessaire de l'administration pour pouvoir approuver. Donc les terrains qui sont approuvés, ce ne sont pas des terrains non plus qui ont un titre de propriété, mais qui ont franchi une certaine étape de procédure où, au moins, ça respecte les normes urbanistiques de la ville et tout ça. Donc, ce sont des terrains qui coûtent un peu plus cher. Et après, il y a le terrain avec un ACD qui coûte plus cher, mais c'est plus sécurisé. C'est pour dire que la garantie coûte cher. Et donc, ce sont ces terrains-là qui peuvent permettre, en fait, aux banquiers de pouvoir prendre l'hypothèque, qui ne suffit pas d'ailleurs, hein, parce qu'en plus de l'hypothèque, il y a ceinture et bretelle. Donc, ils prennent encore d'autres garanties, mais au moins, c'est la base. Pour dire que si on vient de la diaspora, ce n'est pas toujours, je pense que ce n'est pas toujours correct d'accuser systématiquement les promoteurs ou ceux qui sont, qu'on appelle en Afrique, pour dire qu'ils veulent gruger ou arnaquer. Non. Il y a certains qui viennent nous voir pour essayer de contourner les lois, pour essayer de contourner les procédures, pour essayer de construire sans permis de construire. Personnellement, j'en reçois. Donc, c'est pour leur dire que les mêmes lois qui existent ici, pour que les opérations se fassent dans de bonnes conditions, sont des lois qui existent aussi en Afrique. Donc, il faut simplement respecter pour que chacun puisse être dans la légalité. Parce qu'étant dans la légalité, c'est vrai qu'on prend du temps, c'est vrai qu'on est contraint de pouvoir suivre les procédures, mais en réalité, à la fin, on produit de bonnes choses. Parce qu'un banquier, lui, il va regarder le risque performance, certes, mais il y a toute une documentation à fournir pour pouvoir... la première chose, c'est le titre de propriété. La deuxième chose, c'est son 2QE, comment c'est fait. Et troisième chose, l'autorisation surtout, qui est le permis de construire. Bon, si on contourne tout ça, et puis après on dit que non, c'est le promoteur qui n'est pas bon, ça pose un problème. Donc, Monsieur le Président, en tant que promoteur, ce n'est pas que je défends tous les promoteurs. Je sais qu'il y a des brebis galeuses, bien évidemment, mais il faut aussi parler un peu au chien, il faut parler à l'os. Il faut permettre à tout le monde de travailler dans la légalité et dans la procédure. Avec ça, on fera de bonnes opérations. Et nous, en tant que promoteurs,
nous avons mis en place un mécanisme pour pouvoir pister et suivre tous les promoteurs qui sont réellement agréés. Et ces promoteurs agréés-là doivent présenter des documents qui sont des documents émanant du ministère de l'Urbanisme, du logement et du cadre de vie, qu'on appelle des agréments programmes. À part de ça, où on a ça, ça permet d'être rassuré que c'est un programme qui est fiable et viable. Maintenant, pour ce qui est problématique, comment acheter un foncier sécurisé? Très souvent, il y a certaines personnes qui peuvent vous démontrer des ACD, des photocopies d'ACD, pour dire que l'ACD a été fait. Mais c'est tout un process, l'ACD. Je ne vais pas rentrer en détail, ça va prendre un peu plus de temps. Mais un ACD, ce n'est pas que le ministère de la Construction qui donne l'ACD, c'est le ministère de la Construction et le ministère du Budget par la conservation foncière et le cadastre. Donc, on peut respecter la procédure et avoir l'attestation demandée au ministère de la Construction, mais l'ACD n'est pas publié dans le journal officiel. Donc, ce n'est pas un ACD, ce n'est pas un titre de propriété parce que ce n'est qu'un arrêté qui a été signé par le ministre, mais qui n'est pas publié. Donc, si ce n'est pas publié, c'est un document qui ne vaut rien du tout. Donc, si quelqu'un vient vers vous pour vous demander, pour vous vendre un terrain, vous avez la photocopie d'un ACD, allez-y faire une réquisition foncière. Ça coûte 3 000 francs. Ou allez-y au guichet unique à Abidjan, au plateau, 20 000 francs, vous aurez l'historique du terrain. Donc, tout ça sont des process qu'on met en place, de sorte que chacun puisse avoir un minimum d'informations. Et le plus important, c'est que quand vous arrivez pour acheter un terrain, adressez-vous aux professionnels. Les promotionnels, il y a la chambre des promoteurs, il y a le ministère, il y a tout un organisme qui a mis en place de sorte que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Parce que souvent, il y a des plaintes. Ces plaintes-là sont faites juste sur la base des attestations villageoises. Mais l'attestation villageoise n'est pas un titre de propriété. Le temps qu'on vous donne un terrain avec une attestation villageoise et que quelqu'un d'autre va acheter un terrain avec une autre attestation villageoise, c'est celui qui est le plus rapide, qui sort son ACD, qui est le propriétaire. Donc, si vous avez une attestation villageoise sur un terrain et que quelqu'un d'autre a fait son ACD, c'est lui le propriétaire. C'est pour ça qu'il faut éviter d'abord d'acheter des terrains moins chers avec des documents qui ne sont pas fiables et aller vers l'information juste. C'est ce que je suis en train de dire. Et nous, notre chambre, qui regroupe un certain nombre de promoteurs qui sont agréés. Il y a la Fédération aussi des promoteurs de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons un numéro vert, bien évidemment. Et nous sommes prêts à accompagner et à faire bientôt, je pense qu'à travers votre organisation, on aura une rencontre avec nos frères de la diaspora pour leur permettre en fait de faire des investissements. Maintenant, pour conclure, c'est que nous sommes pour parler avec certaines banques pour permettre à la diaspora, parce que tout le monde à Abidjan ne peut pas être propriétaire. Il y a le locatif, il y a la location-vente, les banques commerciales, c'est un peu difficile, je sais, parce que porter 20 ans, 25 ans, 30 ans, location-vente, c'est pas évident, parce que ce sont des process de banque de développement. Et donc, la Banque centrale a des contraintes qui sont un peu difficiles par rapport aux banques locales. Donc, nous avons mis en place des concepts qu'on appelle des mini-cités. Ces mini-cités-là, c'est pour permettre aux membres de la diaspora d'investir en toute sécurité. Donc, ce sont des fonciers qui ne dépassent pas généralement 1000 m², 2000 m². Et donc, le risque performance, c'est maîtrisé. Avec 5 ou 6 logements de mini-cités, la commercialisation est très rapide. Donc, ça permet en fait d'investir. Parce que pour moi, investir... quand je vais par exemple aux États-Unis, je vois les Nigérians par exemple faire des petites cités à Atlanta, que j'ai vu ça à Lagos. Donc c'est d'amener nos frères de la diaspora faire des investissements sécurisés, parce que c'est ça qui est le plus important. Et donc on discute avec certaines banques localement pour leur permettre d'avoir des garanties sûres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne demande pas forcément au promoteur ou bien à celui qui veut, comme on appelle, participer à ces programmes-là, de donner forcément une garantie sur le terrain sur lequel il va construire. Ça peut être une garantie qui peut être une maison qui existe ou bien par an, ainsi de suite, pour essayer de créer un mécanisme fluide et puis bon, on travaille là-dessus. Maintenant, nous avons aussi nos frères de la Caisse des dépôts et des consignations, par exemple. Nous avons nos frères de Ségrae
qui ont des produits de placement qui peuvent permettre aussi à la diaspora de les approcher pour avoir des terrains sécurisés, parce que c'est ça le plus important. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire et nous sommes à votre disposition. Voilà, merci. Merci M. Sangari. Nous allons passer la parole au dirigeant de la SICAV. Merci Monsieur le Président, bonjour tout le monde et merci pour cette très belle organisation. Je pense que les banquiers ont déjà pratiquement tout dit. J'ai cru comprendre que c'était plutôt des promoteurs immobiliers et pas des banquiers, parce qu'ils sont rentrés vraiment dans le vif du sujet et ont totalement tout résumé. Moi, je dirais plutôt que la problématique est une problématique globale d'accès au logement. D'autant plus que cette problématique d'accès au logement touche le foncier, la sécurisation, touche le financement et touche surtout la cherté des logements. Raison pour laquelle nous, au niveau de la SICAV, on a décidé de sortir de la construction traditionnelle et d'aller vers une construction industrielle en créant bien entendu une usine de préfabriqués qui a cette capacité de construire 10 000 logements par an, ce qui permettra justement de faciliter cet accès au logement et de l'avoir moins cher. Maintenant, il y a les problématiques de transfert des sous. Donc les banquiers ne me démentiront pas, surtout par rapport à la diaspora qui doit honorer leurs engagements par rapport aux banques locales. Donc c'est une problématique plutôt qu'il faudra peut-être régler. Moi, à mon niveau, j'ai proposé peut-être une solution. Monsieur le banquier l'a dit tout à l'heure, le guichet unique, mais aussi surtout d'avoir un bureau au niveau de l'ambassade ou du consulat, un bureau avec des représentants de sociétés immobilières étatiques et éventuellement un représentant des sociétés immobilières du privé, donc des privés qui ont un agrément. Donc ça pourra justement faciliter cette relation entre l'ambassade et les acteurs locaux. Donc pour sécuriser le foncier, bon, de toute façon, je pense que c'est comme dans tous les pays. Si on a un cadastre à jour, on a des plans locaux d'urbanisme qui puissent nous dire l'objectif. En fait, quand on achète un logement, ce serait pas mal parce que de toute façon, au niveau du Sénégal, c'est ce qu'on a et ce qui nous permet justement de pouvoir sécuriser, de pouvoir aussi faire des recherches en termes sur les servitudes et de voir aussi les zones protégées. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on achète du foncier qui se trouve dans ces zones-là et finalement, on ne peut pas construire ce qu'on veut là-dessus. Donc voilà, grosso modo, c'était ce que je voulais dire par rapport à l'investissement au niveau immobilier. Merci bien. Très bien. Merci Monsieur Dina. Monsieur Ongolo, par rapport à la SIC, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Quelles recommandations vous pourriez nous faire? Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les représentants, tous les responsables qui sont autour de la table. Nous vous remercions pour l'invitation à ce salon. Et c'est le lieu de vous adresser toutes les félicitations à M. le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, qui jusqu'au dernier moment a souhaité être des vôtres. Voilà. L'ayant dit, permettez-moi déjà très brièvement de rappeler qu'est-ce que la Société immobilière du Cameroun en quelques chiffres. Voilà, c'est une société aujourd'hui de 75 milliards de francs CFA qui repose sur un patrimoine immobilier, un foncier de plus de 1000 hectares sécurisés avec titre foncier. Et pour le cas spécifique de différents salons qui réunissent la diaspora, nous prenons activement part. Parce que comme beaucoup de personnes l'ont relevé ici, il y a un problème d'information, il y a un problème d'acteurs, il y a un problème aussi de motivation. Alors, pour ce qui est de l'information, je partage tout ce qui a été dit en termes d'information ici, mais j'insisterai sur la digitalisation du cadastre. La digitalisation du cadastre sera un moteur très important
pour rassurer les partenaires, les investisseurs, mais aussi pour assurer la diaspora. Et dans le cadre de cette démarche-là, la Société immobilière du Cameroun a mis en place un programme diaspora, un programme qui repose déjà sur 8 sources de financement avec 7 segments de marché et 5 programmes. Et dans cette démarche, nous avons une démarche institutionnelle qui est prônée par le gouvernement camerounais. C'est de faire en sorte que les ambassades deviennent des interfaces privilégiées de la promotion et du bien-être de nos diasporas, donc de tout ce qui se trouve à l'extérieur. Alors, cela se traduit concrètement par la signature d'une entente cadre entre la Société immobilière du Cameroun et le MINREX directement, pour permettre que l'information soit facilement disponible au niveau des représentations diplomatiques sur l'ensemble de la planète. Donc, cela permet d'avoir accès à toutes les informations liées à une quelconque procédure. Mais aussi, ce que nous disons à chaque salon, c'est que lorsque vous êtes venu à un salon, vous avez rencontré monsieur Amadou Sardaouna, qui est le directeur général de la SIC, vous avez rencontré monsieur Achiwongolo, qui est le conseiller technique. Ne gardez pas leur numéro pour vous. Ces numéros sont publics. Communiquez-les. Partagez l'information. Allez sur notre site web. Pratiquement tout s'y trouve. Et vous avez en temps réel les différentes orientations qui sont données. Alors, en termes de sources de financement, la SIC aujourd'hui, le besoin est énorme au Cameroun pour la réalisation de logements. Nous sommes déjà à plus de 2,5 millions d'unités. C'est la même réalité quasiment dans tous les pays d'Afrique francophone. J'exclus les pays du Maghreb qui font un effort particulier dans la mobilisation des ressources et surtout la réalisation à temps de leur programme immobilier. Alors ici, c'est une structuration qui repose sur un garant qui est le MINFI, le ministère des Finances, qui apporte une garantie institutionnelle. Et nous faisons un lobbying financier auprès de toutes les places financières et notamment de la diaspora qui intéresse ici la diaspora. Parce qu'il faut dire que à la Société immobilière du Cameroun, la diaspora peut se positionner comme acquéreur de surface commerciale, acquéreur de surface de bureaux et même de logements. Cela constitue des placements pour eux afin d'avoir un produit qui va générer un chiffre d'affaires et leur permettre rapidement de traverser toutes les tracasseries qui peuvent exister. Mais aussi, ils peuvent, à travers le diaspora souscrire. Voilà. Et ces obligations se situent entre 5,5 et 7% d'intérêt là. Donc c'est une structuration qui est actuellement en cours et qui va permettre donc la réalisation à l'horizon 2040 de 50 000 logements, dont 10 000 sont déjà en cours de réalisation. Donc c'est pour partager ces informations avec la diaspora que nous faisons l'effort. Ce matin, je vous ai eu, non pas vous, j'ai eu votre assistant au téléphone. Je lui disais que j'étais encore à Roissy. Et nous avons tenu à être là, comme à tous les salons, pour partager au maximum l'information et que la diaspora devienne son propre relais de l'information. Que la diaspora ne dise plus « non, nous ne savons pas comment faire pour faire ceci ». J'ai reçu pratiquement 50 personnes tout à l'heure au stand. Il faut dire que quand même, c'est un salon qui a beaucoup mobilisé, dont nous tenons à notre nom personnel à vous féliciter pour cela. Vous voyez, des gens ont des smartphones, mais ils n'arrivent pas simplement à taper SIC sur leur barre de recherche. Simplement à taper SIC. Dès que vous tapez SIC, vous allez avoir SIC.cm. Et vous avez toute l'information à votre disposition. D'ailleurs, ce site intègre un logiciel de vente en ligne. Un logiciel de vente en ligne qui peut vous permettre rapidement de faire votre réservation. Vous avez un mail dans la foulée et les services commerciaux s'occupent de vous.
pense avec M. Eleza de l'ambassade, l'année passée, nous étions ici pour participer à un salon. Nous avons longuement échangé cette question et nous avons implémenté déjà un certain nombre de solutions pour la diaspora. Ce qu'il y a lieu de relever aussi, c'est que la diaspora, tous les produits immobiliers proposés par la diaspora aujourd'hui, 10% déposés par la SIC, 10% sont systématiquement réservés à la diaspora et nous réservons également 5% pour les personnes à mobilité réduite. Donc les logements sont adaptés, voilà, et cela permet également, ils peuvent acheter pour un tiers, pas forcément pour eux-mêmes. S'ils ont une maman au pays, un oncle, ainsi de suite, ils peuvent acheter pour un tiers. Cela est possible. Et en plus, il y a, les banquiers ont parlé de la mobilisation de l'épargne. Nous estimons que l'accès au logement est un droit. Donc nous ne traitons pas le logement comme un élément forcément qui doit générer des bénéfices. Parce que pour nous, le bénéfice n'est pas que financier. Le bénéfice aussi est social. Et pour cela, nous regardons le temps de mobilisation. Donc, si vous avez par exemple 30 ans, vous voulez acheter un logement, on regarde, vous pouvez mobiliser cette somme en combien de temps? Si on fait votre tableau d'amortissement et que cela représente 15 ans, on définit votre rapport personnel qui est 10% du coût du logement et le reste vous payez en capital. Donc, c'est de la location-accession tout simplement. Alors, je finirai mon propos par la question de la gouvernance, parce que c'est important. La gouvernance permet de rassurer la diaspora, de rassurer les investisseurs, de rassurer les banques, de rassurer les acteurs immobiliers, de rassurer même l'opinion publique. Parce qu'au-delà de faire et de bien faire, il faut savoir aussi communiquer ce qu'on sait faire. Voilà. Donc cette gouvernance, nécessairement, doit être une gouvernance transparente, une gouvernance citoyenne qui permet clairement d'identifier les KPI de chaque projet. Sinon, on dit qu'un projet doit s'achever en 2028. Il est bon que le public voit la progression du projet, qu'il connaisse tous les détails de la commercialisation et que de façon transparente, on puisse communiquer sur les attributaires des différents logements. Parce que la réalité du foncier veut même que parfois, vous avez un titre foncier bel et bien établi, un monsieur avec un peu de pouvoir tout juste à côté, il établit un titre foncier sur un autre titre foncier mais dont les coordonnées sont sur votre terrain. Vous comprenez qu'il y a nécessairement matière à... Voilà. Il y a forcément matière à creuser à ce niveau. Donc, cette question de la gouvernance, cette question de la transparence, cette question de la communication devrait donc être au cœur de nos différents échanges. Alors, le dernier point, et non des moindres, c'est sur la conformité de nos projets. La diaspora est exigeante. La diaspora est très exigeante et à juste titre. Et pour cela, il faudrait que des promoteurs immobiliers soient également exigeants. Tout à l'heure, j'ai reçu deux prestataires de services au stand et qui me faisaient la critique selon laquelle ils ne sont pas sûrs que les promoteurs immobiliers africains respectent toutes les contraintes liées aux conformités, ainsi de suite. Il y avait un projet, le projet de la résidence Mfundi. Je lui expliquais que pour ce projet, nous avons 5 niveaux de vigilance parce que c'est un projet de haut standing. Et toutes les garanties sont fournies. Déjà par toutes les garanties foncières, mais aussi les garanties décennales, les garanties biennales et autres garanties qu'on donne sur ce type de projet. Donc, cela est très important à noter parce que vous savez, si les assureurs derrière ont trop à payer, je ne suis pas sûr qu'ils vont revenir sur votre projet. Voilà, tout le monde préfère que les risques soient limités, les risques de construction, la véracité dans les données de business plan. Pourquoi? Parce que vous avez souvent des business plans très optimistes
un promoteur immobilier qui vous dit je vais finir le projet, 50 logements, je vais le placer en 1 an, la réalité du marché va le rattraper. Donc, il est bon également que ce point-là soit cette conformité-là soit également respectée. Donc, il ne me reste plus qu'à souhaiter que des quelques recommandations qui ont été prises ici. Je sais, nous avons discuté au stand tout à l'heure, et j'appréciais le fait que déjà cette rencontre institutionnelle qui manque souvent à certains salons, qui ressemble plus à des foires, que cette rencontre institutionnelle aura nécessairement un impact. Voilà, parce que l'objectif recherché, on fait des centaines de kilomètres pour venir ici. L'objectif recherché, c'est véritablement non seulement de se faire connaître, de faire connaître ce qu'on fait de bien, de faire également connaître à la diaspora par qui ils peuvent passer pour avoir telle ou telle information, quels sont les canaux digitaux disponibles, et enfin, quels sont les mécanismes qu'ils doivent prendre pour éviter un certain désagrément. Merci pour la parole donnée. Merci, M. Wangolo. On va rapidement, il y a 3 interlocuteurs qui nous restent, ils vont être beaucoup plus brefs, on espère. Monsieur Sitou, avec le marché de Brazzaville, vous qui avez cette expertise et qui rencontrez beaucoup la diaspora, comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme recommandation? Très bien. Merci déjà de me donner la parole. Donc, nous l'avons en dernier, donc c'est peut-être un signe. Alors moi, je voudrais en fait venir prendre le contre-pied de ce qui a été dit avant par les intervenants concernant la diaspora. Parce que justement, nous parlons avec eux quasi quotidiennement. Et bien sûr, la diaspora, il y a diaspora, mais il y a des critères justement, en fait, des critères d'évaluation quand on veut justement vendre en fait ces produits. Nous, les clients et prospects que nous avons dans notre portefeuille, c'est des gens qui ont quand même les moyens. On m'entend pas bien? D'accord. Et là, c'est mieux? Ah, d'accord, très bien. Très bien. Pas besoin de répéter? Non. C'est bon. Voilà, on va être bref. Donc, en fait, moi, je vais donner des exemples concrets de relations que nous avons eues avec, des interactions que nous avons eues avec les clients et les prospects de la diaspora. D'une part, ils se plaignent d'abord même s'ils voient des banques, ils ont une multitude de banques qui leur proposent des prêts, les taux prohibitifs, les taux d'usurier. Voilà, moi je vais être concret. Voilà. Les taux sont trop élevés pour eux. Ils ont l'habitude d'avoir des taux ici à 3, 4, même si ça s'est relevé. C'est pas comme il y a 10 ans où c'était à 1% quand on achetait. Quand ils voient des taux à 12, 13, 14, ils sont effrayés déjà. Déjà, c'est ça. La première des choses, pour que les banquiers règlent ça, parce qu'il y a la BNI, la BGFI, voilà, donc les taux, déjà, ils ne sont pas contents. Ensuite, c'est les maturités, elles sont courtes. C'est des gens qui ont, il faut savoir que c'est concret ce que je vais dire, c'est que les gens de la diaspora, c'est des gens, souvent nous qu'on a choisi, qui ont déjà acheté. Donc ils ont un ratio d'endettement, déjà avec des banques, ils ont déjà des ratios d'endettement assez compliqués pour eux. Donc les 33%, ils les dépassent. S'ils doivent encore après faire un projet en Afrique, c'est compliqué pour eux. Donc ça aussi, il faut regarder ce problème-là pour voir comment vous allez évaluer, comment vous allez scorer ces clients-là quand ils vont emprunter. Donc ça, c'est important. Ensuite, ça concerne les banques. Là, il y a la BGFI à côté. On avait fait une conférence call avec la BGFI, puis justement pour pouvoir ouvrir des comptes pour les promoteurs, pour pouvoir... On avait pas pu trouver de solution. Je ne sais pas si on avait échangé. Donc ouvrir un compte, peut-être Nostro ou Vostro, dans lequel on pourrait justement, les gens de la diaspora pourraient envoyer leurs fonds pour qu'on puisse, nous, justement, après les orienter. Bon, ce n'était pas possible parce que souvent, ce qui se passe, les banques en France, françaises, sont réticentes à envoyer de l'argent en Afrique. Ça arrive. Ça arrivait plusieurs fois. Voilà. Donc les compliance, pourquoi, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous voulez... je pense que voilà, d'où vient l'argent, voilà. Donc d'un côté, donc la BGFI Europe fait des efforts, ça je sais. Je sais quand même qu'ils ont leur autorité
compétente, la CPR, est très stricte concernant l'ouverture des comptes des non-résidents ou pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc voilà les 3 problèmes qu'il faut régler pour les gens de la diaspora. Les gens de la diaspora, là, parce qu'en fait, on les a attaqués pendant 1 heure. Donc, mais nous, les clients que nous avons, c'est des gens qui ont les moyens. Mais quand ils veulent, nous, on avait des gens qui ont mis 20 millions d'acompte pour des appartements à 80 millions. Ils les ont mis. Ils les ont mis, les 30 000 euros. Mais maintenant, quand ils veulent un taux, ils veulent emprunter dans une banque locale, compliqué. Quand ils veulent envoyer de l'argent, compliqué. Donc, moi, je voulais simplement, en fait, mettre ça en lumière. C'est très, très important parce que nous, on parle avec eux. Tous les jours, on a encore parlé avec une cliente il y a encore 2 heures pour les questions de financement. Voilà. Donc, je ne sais pas si toi, tu voulais peut-être ajouter quelque chose. Bonsoir à tout le monde. Je me présente, donc PDG de la société Real Estate Management au Congo-Brazzaville. Donc on est établi là-bas depuis quelques années maintenant avec donc mon partenaire qui s'est présenté. Moi, en fait, ce que j'ai retenu de tous les échanges qu'on a eus aujourd'hui, effectivement, la a été attaquée, on va dire ça. Je comprends. Il y a un petit souci de micro, non ? Ouais. Je comprends toutes vos inquiétudes et votre position, mais clairement aujourd'hui, l'Afrique est dans une position, et je parle de manière générale, où elle doit être séductrice, c'est-à-dire elle doit être attractive pour la diaspora. Ensuite, on pourra discuter de cette question de c'est à eux de faire l'effort, c'est à eux de donner aux banques. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se... Je suis désolée, mais il y a un souci de micro, je crois. Donc... Ouais. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que la diaspora a envie de revenir. C'est même plus que d'investir, c'est qu'elle a envie de revenir s'installer en Afrique. Et là, je parle de manière générale, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, peu importe. Ils ont envie de revenir. Simplement, ils sont très frileux parce qu'ils n'ont pas trop de communication. En fait, il y a un souci de communication de la part... Là, je parle vraiment en termes publics, que ce soit le gouvernement, les ambassades, les banques. Bon, les banques, vous avez votre position, on la comprend, mais il est très, très, très important de séduire cette clientèle. Elle est là, elle existe, elle demande simplement à venir s'installer, investir. Voilà, elle veut même venir prospérer, créer des structures, participer à l'économie de l'Afrique. Et même quand ils ne font pas partie, moi par exemple, je suis d'origine marocaine et je suis au Congo-Brazza. Pour moi, c'est l'Afrique, c'est très important d'être en Afrique aujourd'hui. Et j'y suis depuis de très nombreuses années, avant même le Congo. Et je vous assure qu'il y a une très grosse demande, mais il y a un gros problème de communication. On ne peut pas simplement leur demander de venir vers vous et de trouver de manière digitale, par le biais digital, les sites, etc. Il faut vraiment aller à leur rencontre. Il faut ne pas hésiter à investir dans la communication. Nous, on est passé par BFM, par exemple. C'est un exemple que je donne. N'hésitez pas, ça a un coût, effectivement, mais le retour sur investissement est là, est réel. Et comme vous a dit mon partenaire, les gens investissent. Ils ont simplement peur. Et on ne peut pas se mentir, les banques africaines n'ont pas très bonne presse au niveau international, mais c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Avec tout ce qui se passe en termes géopolitiques aujourd'hui, on est quand même un refuge. L'Afrique est un refuge. Elle l'a été, on l'a vu pendant le Covid, ne l'oublions pas. Donc je vous conseille réellement, c'est très bienveillant ce que je dis, croyez en vos... comment on dit oui, voilà, en votre continent, non, même pas ça, aux générations qui sont nées ailleurs, mais qui sont chez eux, chez vous. Vraiment, croyez en eux. Soutenez-les, ils se sacrifient énormément, ils sont rejetés partout ailleurs, il ne faut pas qu'ils le soient chez eux. Quand ils arrivent, ils ont l'impression de devoir passer des interrogatoires, de devoir vraiment avoir à prouver qu'ils sont chez eux et qu'ils veulent être chez eux. C'est pas une très bonne approche, je pense. Et c'est pas une critique négative, c'est vraiment je vis avec eux, ça fait des années que je les côtoie et c'est ce qui ressort. Ils se sentent pas compris, donc finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils abandonnent et ils vont là où on les accepte. Donc voilà, c'était juste le mot de la fin. Bon, il nous reste 2 intervenants, les masterclass qui devaient démarrer. Il nous reste le dirigeant de DKI, Abdoulaye, et Gilles Tchangou de Centric. Abdoulaye.
Bonjour à tous. Donc merci en tout cas pour l'invitation. Moi, je vais être très bref parce que beaucoup de choses ont été dites par un peu tout le monde. Donc moi, le seul point sur lequel j'aimerais bien revenir, ce serait sur la communication au niveau des ambassades et de toutes les instances. Ça serait de la communication digitale. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, que ce soit en Afrique ou même dans la diaspora, tout le monde utilise son téléphone. Et donc je pense que le meilleur moyen de pouvoir toucher le maximum de monde, c'est investir sur les réseaux sociaux, sur les choses qui sont aujourd'hui, qui aident au développement. Et nous, en tant que promoteurs, on le fait. Et moi, personnellement, avec ma structure à Dakar, on le fait. C'est un peu comme vous. Donc là, on a démarré un projet il n'y a pas très longtemps. En moins de 3 mois, grâce à la communication au niveau du réseau et au niveau des réseaux, ça nous a permis de vendre tous les appartements. Et c'est que à des gens de la diaspora. Et en moyenne, on est entre 80 et 300 millions. Donc pour vous dire que c'est réalisable et ça se fait, quoi. Voilà, donc surtout, vraiment, la communication, c'est le plus important pour séduire, comme elle le disait. Après, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous mettez en place au niveau des différentes ambassades, au niveau des banques, au niveau de beaucoup de choses. Mais moi, étant issu de la diaspora, je n'étais pas au courant avant d'arriver au pays. Donc je pense que le plus important pour avancer, ça serait la communication. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde, Gilles Tiangoum, Centric Real Estate. Je vais partager avec vous notre toute petite expérience de la diaspora. Centric, dans le cadre de ces programmes immobiliers d'accession à la propriété clé en main au Cameroun, nous avons entrepris depuis 2023 jusqu'à très récemment d'aller rencontrer la diaspora à l'étranger. On a commencé par Montréal, on a rencontré la diaspora à Francfort, l'association des ingénieurs camerounais. Ils sont quand même 4000 membres qui travaillent dans des grosses entreprises en Allemagne. On a été au Luxembourg, on nous avait parlé des traders qui ont aussi beaucoup d'argent. On a rencontré l'association des médecins camerounais de Belgique. Ils sont quand même 1500. Oui, il y a un pouvoir d'achat réel, mais ce que nous avons constaté, c'est que la diaspora, ce n'est pas des gros épargnants. D'accord ? Vous n'allez pas trouver facilement quelqu'un de la diaspora qui a 300 000 euros sur son compte d'épargne, parce qu'ils ont aussi des vies, ils ont des engagements, ils ont déjà pris un crédit pour leur maison. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, parce que nous, on est sur des programmes quand même qui vont de 150 à 300 000 euros. On fait quand même de l'immobilier dans certains standings. C'est qu'ils sont tous en quête de solutions de financement. Ils m'ont dit, Gilles, ton projet est très beau, on veut bien y accéder. Il y a une dame au Luxembourg, elle s'est associée avec 2 de ses sœurs. Elles ont essayé de prendre un crédit à la consommation pour acheter une villa dans mon programme. Mais malheureusement, au Luxembourg, la loi a changé. Avant, la banque pouvait vous donner un prêt à la consommation, créditer votre compte, et puis vous pouvez faire de l'argent ce que vous voulez. Aujourd'hui, la banque paye directement le prestataire. Si vous dites que vous voulez rénover votre maison, on ne va plus mettre de l'argent sur votre compte, on va payer les factures des prestataires. Vous voyez, donc il y a quand même cette frustration. Même quand j'ai été informé du SIAP, et je pense qu'avec le docteur Kamgue, on en avait discuté il y a 2 ans à Douala, je lui ai dit, moi je ne retourne pas à un salon si je n'ai pas avec moi une banque. Donc quand il y a eu l'opportunité du SIAP, j'ai parlé à quelques banques au Cameroun. Et malheureusement, aucune n'a voulu nous accompagner ici. Je leur ai dit, écoutez, c'est simple. Tout le monde dit on veut la diaspora, on ne le sent pas, mais ils ont un problème de financement et personne ne leur apporte la réponse à cette question de financement. Ceux de la Belgique m'ont dit, écoute, aujourd'hui, nous on a entre 45 et 50 ans, c'est bien parce que les enfants sont déjà à l'université, pour la plupart, donc on n'a plus vraiment d'école à payer. Quand on a commencé à travailler, on avait pris une hypothèque pour notre maison, on est déjà à la fin de l'hypothèque. Ça veut dire qu'on peut s'engager aujourd'hui sur le financement de notre pied-à-terre au Cameroun. Mais Centric, on est un promoteur immobilier, on n'est pas une banque de l'habitat, on n'a pas une solution de financement. On a parlé à nos banques au Cameroun. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas, à ce jour, on n'a pas de réponse. Vous voyez, on n'a pas de réponse. Le potentiel est là, c'est des gens qui ont un revenu
sûr et certain, mais quelle est l'offre pour aller captiver cela? Tout le monde est frustré. Hein. Je viens au Cameroun, je dors chez les parents, je loue un appartement meublé et tout ça alors que j'ai plus de 50 ans. J'aurais aimé avoir mon pied à terre. Donc, ce qui serait bien, c'est que pour les prochains salons, ou alors que nous ici présents, qu'on puisse se mettre main dans la main avec des banques commerciales ou des banques de l'habitat pour structurer des offres. Il y a un promoteur immobilier X, c'est quoi ton produit? Qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble? Quelles seront les mensualités? Comment on adresse la cible? Nous, au niveau de Centric, on a déjà un portefeuille important parce qu'on a fait quand même 5 pays les 2 dernières années. On s'est assis avec une diaspora qui a le pouvoir d'achat. On a fait la présentation de nos produits. On a bien expliqué, compris quels étaient leurs besoins. Et puis on a dit, on va revenir vers vous avec des solutions pour pouvoir vous accompagner. Et je pense que c'est là où on en est. Il y a ces parts de marché importantes à aller captiver. Madame la Cité du Crédit Foncier a parlé tout à l'heure de 3 à 4% seulement, si j'ai bien compris, de part de la diaspora dans le portefeuille du Crédit Foncier. Moi, je pense que, madame, on peut relever ce taux à 20%, à 30% rapidement. Si on a une offre concrète, Centric va aller avec vous, rencontrer ses clients de son portefeuille, OK, et puis faire grimper ce taux à 15-20%. Voilà, OK. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. C'était très riche, long, mais je pense particulièrement intéressant. Ce qu'on va faire, c'est rejoindre la plénière pour voir s'il nous reste quelques personnes pour pouvoir faire un résumé. Le président va se charger de résumer un peu ce qui s'est dit, la restitution de ce qui s'est dit ici. Donc voilà, je vous invite juste à vous lever, à nous suivre, en essayant de rattraper les personnes qui restent encore. Merci encore à tous, merci beaucoup.